grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Quelle analyse de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Plus de 200 morts dans le centre du pays entre janvier et mars 2023 à travers 126 attaques. Cela ressort dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies rendu public ce mardi. Le document souligne aussi que les régions de Gao et Meneka sont toujours l'épicentre des hostilités entre l'État islamique au Grand Sahara et Njim, Jamaat Nusrat al-Muslimin ou al-Muslimin. Comment retrouver la paix et la sécurité dans cette situation? Le grand dialogue de Studio Tamani pose le débat. Nos invités, Kadiatou Keita, spécialiste des questions sécuritaires, Madame Nasroun Ouellet Oufen, directrice exécutive de l'ONG Asdemin, Fatima Maïga, directrice du cabinet SN. Au téléphone, je suis Mirana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU indique que rien qu'entre le 6 janvier et le 6 février, les interventions humanitaires ont dénombré 9222 déplacés de plus, dont 4541 dans la région de Bandiagara et 4681 dans la région de Mopti. Kadiatou Keita, quelle lecture faites-vous du rapport du secrétaire général? Je pense que le rapport du secrétaire général, autant le rapport du secrétaire général des Nations Unies que la réponse du gouvernement malien parle de deux choses finalement quand on regarde. Premièrement, c'est qu'il y a des initiatives qui sont de plus en plus menées pour tenter de réguler ou de stabiliser d'une certaine manière la situation sécuritaire dans laquelle on se trouve, que ce soit justement à travers des aspects plus ou moins militaires, mais aussi que ce soit à travers des actions sociales, notamment la stratégie de stabilisation des régions du centre, notamment la stratégie de réforme du secteur de la sécurité. Mais aujourd'hui, et justement le rapport le montre, mais le gouvernement aussi, un petit peu dans son communiqué, c'est que la situation est encore très très volatile, elle est encore très très complexe. On parle beaucoup de la région du centre. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des attaques qui continuent beaucoup dans la région du centre, même quand on regarde la zone de Badjangara et quand on regarde les engins explosifs, on se rend compte que les attaques vis-à-vis de ces engins ont augmenté sur la période que vous citez. Et aujourd'hui aussi, quand on regarde vers la zone du nord du Mali, notamment Menaka, qui est aujourd'hui un petit peu l'épicentre de la situation, aujourd'hui, toutes les questions se posent de savoir est-ce que Menaka va tomber dans les mains du groupe de l'État islamique dans le Grand Sahara, en sachant qu'aujourd'hui, la localité de Tinderman est tombée dans les mains de ce groupe-là et qu'il faudrait voir dans les jours à venir, peut-être après la fin du Ramadan, si ça veut dire que finalement Menaka même tombe dans les groupes de ces zones-là. Nous allons parler de Meneka tout à l'heure. Fatima Maïga, dites-nous quelle lecture faites-vous de ce rapport du secrétaire général des Nations Unies qui parle de plus de 200 morts dans le centre du pays? Bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. En réalité, je n'ai pas lu ce rapport, c'est pas par manque de respect, tout simplement parce que en tant que femme leader... Fatima Maïga, malheureusement, on a des problèmes avec votre téléphone. On va vous revenir sous peu. Madame Nasroun, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire dans le pays après avoir écouté le rapport du secrétaire général? Moi, j'ai fait l'analyse dans la zone des 3 frontières et la situation est extrêmement préoccupante. Les islamistes de Daesh et du Jenim se discutent le contrôle du territoire. Du côté du Burkina Faso, c'est le Jenim qui a le monopole. Il est dans cette partie de la région du Sahel, particulièrement, il est très violent. Dans le Gourma du Mali, c'est Daesh qui contrôle une partie de la zone de Douanza, Boni, Ndaki et jusqu'à Intil. Du côté de la frontière maliano-nigérienne, c'est aujourd'hui toute la région de Menaka qui est contrôlée par l'État islamique. En dehors de la ville de Menaka, tout le reste de la zone est tombé sous le diktat de l'État islamique.
Pour le gouvernement, le rapport ne donne aucune indication sur les résultats encourageants et le progrès réalisé dans le cadre des opérations Maliko et Keletigui. Qu'en pensez-vous, Kadiatou? Dans le rapport du secrétaire général, il est fait mention, comme je le disais tantôt, des initiatives gouvernementales qui sont mises en œuvre pour tenter de réguler la situation. Et je pense que le rapport fait état justement avec des chiffres assez précis du nombre d'offensives militaires qui ont été données, du nombre de frappes aériennes qui ont été données, du nombre d'artillerie lourde qui ont été utilisées. Donc le rapport donne quand même des chiffres assez précis par rapport à ça et par rapport à tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement. Ceci dit, le rapport met aussi en avant le fait que malgré ces tentatives, malgré les interventions à la fois militaires ou les interventions de reconquête de cœur, comme on le dit, il y a encore aujourd'hui des attaques qui sont menées, il y a encore aujourd'hui des populations qui souffrent dans ces zones et il y a encore aujourd'hui, on ne peut pas parler d'extermination entre guillemets des groupes extrémistes violents, dans le sens où ces groupes extrémistes continuent aussi d'asseoir leur contrôle dans certaines zones du pays. Fatima Maïga, j'espère que cette fois-ci, le réseau téléphonique va nous permettre de vous entendre mieux. Je disais, les Nations Unies déplorent des violations de droits de l'homme. Est-ce à dire que la situation est alarmante au Mali? Oui, donc bonjour à tout le monde, à vos auditrices et à vos auditeurs. J'espère que vous m'entendez maintenant. Maintenant, c'est bien. D'accord. Bon, avec beaucoup d'humilité, vous savez, je ne lis pas de manière constante ces rapports parce que, en tant que leader des droits humains, leader de femmes, j'ai d'autres moyens de me renseigner sur la situation de mon pays et comment elle évolue. Parce que nous parlons directement avec les femmes qui sont en première ligne du conflit, notamment dans la zone de Badjangara, où il y a de manière très nette une amélioration de la situation. Nous avons des projets sur place et pour la première fois depuis plusieurs années, les femmes que nous aidons et d'autres jeunes et d'autres membres de la population sont en capacité de cultiver et de faire un certain nombre d'activités d'embauche et de culture. Donc, nous avons aussi un certain nombre d'observatoires qui nous disent qu'il y a de moins en moins de massacres d'ailleurs. Et donc, on peut dire que d'une façon générale, depuis au moins un an, il y a une baisse des exactions des droits humains très graves dans cette zone-là. Par ailleurs, nous avons une vision large des questions de droits humains et qui ne peuvent pas et qui ne devraient pas, je pense, être uniquement focalisées sur les questions aujourd'hui qui sont traitées de façon événementielle en termes de nombre de personnes tuées. Non pas que ce n'est pas... je veux dire que je ne veux pas en cela dire que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Au contraire, la vie humaine est supra-importante. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous faisons en sorte de ne pas confondre en fait les déterminants du conflit, c'est-à-dire les conséquences avec les causes racines. Je veux donner quand même comme exemple que quand on a interrogé les Maliens à travers les assises nationales, il y a eu 517 recommandations et plus de 90% de ces recommandations avaient à voir avec les préoccupations des Maliens sur les violations des droits socio-économiques, c'est-à-dire l'absence d'accès à l'eau, l'absence d'accès aux centres de santé performants et l'école aussi. Mais les déterminants de ces crises-là et de ce que les Maliens ont considéré comme des violations de leurs droits humains ne sont pas reportés dans la plupart de ces rapports. Et pourtant, c'est la priorité des Maliens, c'est-à-dire faire en sorte que l'État malien puisse répondre à son obligation de développer les services sociaux de base, de faire en sorte que la justice fonctionne pour mettre fin notamment à l'impunité et à la corruption dans ce pays, de faire en sorte que l'administration dont on demande le redéploiement soit une administration au service des citoyens et d'une certaine manière ne participe pas au conflit, parce qu'on sait que les déterminants du conflit, c'est également la réponse que cette administration ou le secteur judiciaire a pu donner à des conflits qui opposaient certaines communautés. Donc, voyez-vous, je vais m'en tenir à ça. Nous prenons le soin, avec tout le respect que nous devons à ces rapports-là, de ne pas les utiliser comme point de référence pour savoir où nous en sommes aujourd'hui sur la question globale des droits humains au Mali.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que depuis un an, il y a moins de violations de droits humains dans le centre du pays. Le gouvernement, dans son mémorandum, déplore une nouvelle fois que le secrétaire général des Nations Unies ne fournisse aucun détail sur ces violations. Est-ce à dire que cela pose-t-il des problèmes? Mais oui, fondamentalement, encore une fois, on ne remet pas en question l'existence de ces violations. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des réponses pour ces violations des deux côtés. C'est-à-dire il y a une détermination de la gravité de ces violences-là qui, en principe, devrait se faire de manière conjointe. Aujourd'hui, nous sommes un peu désolés de voir ces passe-passe, ces joutes-là entre le représentant du secrétaire général des Nations Unies, donc la MINUSMA ici, et le gouvernement malien, puisque de toute façon, les deux se disent convaincus de l'importance qu'ils accordent à la question des droits humains, encore une fois, malheureusement, dans le cadre de ces rapports, vus de manière, à mon avis, très étroite. Donc, il ne devrait pas y avoir dans la méthodologie de possibilité d'avoir des divergences aussi importantes. Mais je voudrais simplement dire une chose, que pour ces types d'exactions, le gouvernement est plus ou moins redevable parce qu'on a des réponses. Moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi le MINUSMA et le gouvernement du Mali, notamment tous ces ministères qui sont en charge de changer, de transformer la vie des Maliens et des Maliennes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison pour, par exemple, les jeunes de prendre les armes et d'augmenter les flots des groupes terroristes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question du chômage des jeunes, qui a toujours été, selon toutes les assises qu'on a menées, un des principaux déterminants. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces idéologies, qu'on va dire, non pas salafistes, mais takfiristes, qui, de façon de plus en plus décomplexée, défient l'État, la laïcité et la capacité de l'État malien à envisager un savoir-être, un savoir-vivre ensemble qui soit basé sur la laïcité, c'est-à-dire le respect des différences confessionnelles. C'est-à-dire, c'est de ça dont je pense qu'il doit s'agir, y compris dans les rapports. Et pour ne pas monopoliser la parole, nous voudrions que les rapports des Nations Unies et les réponses qui sont attendues du gouvernement malien regardent fondamentalement à ces questions qui aujourd'hui impactent non seulement la situation des droits humains des Maliennes et des Maliens, mais ont aussi des implications pour les 15, 20, 30 années à venir. D'accord. Fatima Maïga se pose la question tout à l'heure, la MINUSMA, le gouvernement, pourquoi celles-ci ne prennent pas des initiatives pour limiter l'enrôlement de jeunes chômeurs, de jeunes en chômage? Est-ce à dire qu'il y a des initiatives pour limiter l'enrôlement de jeunes en chômage? Bon, il y a beaucoup d'initiatives, mais sur le terrain, on sent quand même l'absence parce qu'il n'y a pas d'instance, il y a le manque d'instances étatiques, il y a aussi le chômage, il y a la fermeture des écoles, il y a aussi la mauvaise gouvernance et tout ça en fait, ça conduit les jeunes à l'extrémisme violent. Donc, comme Fatima l'a dit, il faut vraiment que les ministères en charge et aussi tous les mécanismes de la paix se concentrent sur les jeunes. Parce que quand il y a une idéologie telle que l'extrémisme violent, on ne peut pas la combattre en haut, mais il faut chercher d'abord ses racines. Et ces racines, c'est tout ce que je viens de citer. D'accord. On va revenir vers vous tout à l'heure. Au même moment, plusieurs attaques terroristes ont été enregistrées cette semaine dans le pays, suivant le résumé des attaques de la semaine avec Adam Amadou Haïdara. Dans le sud du pays, à Sikasso, le poste frontalier de Heremakono a été la cible d'hommes armés dans la nuit du mercredi à ce jeudi 13 avril. 2 personnes ont trouvé la mort, dont un policier et un autre blessé au cours de l'attaque. De sources sécuritaires, les assaillants ont mis le feu aux postes de police et des douanes de la localité. Au centre du pays, des assaillants ont attaqué le village de Sagarin, situé dans la commune de Ségué, cercle de Bankas. C'était ce mercredi dans la matinée. Une personne a été gravement blessée.
Dans la même journée, aux environs de 14 h, dans la même commune, des hommes armés ont fait éruption à Dianwakoro, un village non loin de Sagaré. Le bilan fait état de 5 personnes tuées. À la veille de ces incidents, dans la nuit du mardi au mercredi, des hommes en armes ont envahi le poste de contrôle de Blar sur la route de Ségou. Bilan, un blessé et une voiture calcinée. Ces attaques sont enregistrées au moment où l'Organisation humanitaire des Nations Unies, OCHA Mali, signale des cas d'incidents liés aux engins explosifs. Dans un rapport, l'organisation rapporte qu'au cours du premier trimestre 2023, des engins explosifs ont fait plus d'une trentaine de morts et 86 blessés. Alors, comment expliquez-vous la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays? Quoi qu'il en soit, la menace est plus que jamais pour tous les Sahel, où des groupes islamistes se font la guerre pour occuper les territoires. Et le tout sur fond de faiblesse des États sahéliens à faire face aux immenses défis de sécurité et peine aussi à mettre une synergie de leur action dans la lutte contre le terrorisme. Donc il faut en fait l'engagement de la synergie et l'engagement de tous les États du Sahel pour faire face à l'extrémisme violent. D'accord. Kadiatou Keïta, vous venez d'écouter Adam Amadou Haïdara tout à l'heure qui fait le résumé de l'actualité, les attaques qui ont dominé cette semaine. Est-ce à dire que les réponses militaires sont-elles limitées? Les réponses militaires sont limitées. Ça fait très longtemps que l'on en parle en disant que la réponse à l'extrémisme violent et à l'installation des groupes extrémistes violents dans les régions ne peuvent pas passer par le tout sécuritaire. Je pense que ça fait longtemps que les chercheurs en parlent parce que justement, quand on regarde justement les facteurs d'adhésion des communautés aux groupes extrémistes violents, il y a des questions de gouvernance qui se posent. Il y a des questions d'accès à la justice. Il y a des questions d'impunité ou de ressenti peut-être d'avoir une justice élitiste. Il y a des questions liées à la protection. On parle beaucoup des chômages, mais il y a aussi des études qui ont montré que la plupart des jeunes ou des communautés qui s'intègrent justement dans ces groupes extrémistes violents, parfois c'est pour se protéger soi-même ou sa communauté ou sa famille face justement à des attaques qui peuvent venir de divers groupes armés et du fait qu'on a peut-être l'impression que la réponse étatique, bien qu'elle soit là, justement a un petit peu de mal à juguler le mal. Donc il faut aussi regarder tous ces facteurs à la base. Justement, il faut développer des actions sociales de base, parfois. Il faut aussi s'assurer de travailler avec les communautés à ce qu'on appelle véritablement la reconquête des cœurs. À ce que les communautés sentent que l'État qui les représente est un État qui les protège, qui a la capacité de les protéger. En faisant quoi, par exemple? En faisant quoi, par exemple, justement en renforçant les relations de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. La plupart du temps, aujourd'hui, les populations ont le sentiment du fait qu'elles sont laissées à elles-mêmes et que les gouvernants ne peuvent pas agir pour elles, notamment parce que dans beaucoup de localités, on se rend compte qu'il n'y a pas de présence de l'État ou parfois, ça peut être une présence qui peut être ressentie comme nuisible dans le sens où les communautés ont l'impression que l'État ne protège pas suffisamment, justement, avec une plus grande présence des forces de défense et de sécurité, avec plus l'accès à des services sociaux de base, à ce que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la justice, qui sont quand même des préoccupations au cœur des Maliens. Comment renouer la confiance entre le gouvernant et le gouverné, d'autant plus qu'on sait que les zones qui sont ciblées par ces attaques ne sont pas contrôlées par l'État? Ça, c'est une très bonne question. Cela amène justement le fait de pouvoir mener des actions conjointes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que nous avons des actions militaires qui sont menées, nous avons des victoires tactiques qui sont menées à un moment donné, et l'armée finalement se retire assez rapidement de ces zones, ce qui fait que les groupes djihadistes arrivent à reprendre le contrôle de ces zones. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'en même temps justement que l'État arrive à sécuriser une zone, c'est de pouvoir asseoir une présence un peu plus dans le temps, un peu plus contenue dans ces localités et en même temps de favoriser justement le retour de l'État et des services dont on parle et de faire en sorte que ces services puissent véritablement prendre en considération les préoccupations les plus locales des populations parce que les populations ont des préoccupations qui diffèrent d'une localité à une autre et qui peuvent ne pas être les mêmes partout sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est véritablement de pouvoir faire un état des lieux de ces préoccupations, de réfléchir à quels sont les moyens idoines pour pouvoir tenter de répondre
à ces questions-là et de pouvoir mener beaucoup plus d'actions de confiance, qui veut dire justement travailler sur toutes les questions de gouvernance, travailler sur les questions de justice. Et c'est ça qui fera que véritablement, d'un premier point, il y aura la sécurité qui fera que les populations se sentiront plus à l'aise. Et il y aura aussi un petit peu l'État utile, une présence plus utile de l'État qui fait que les populations se sentiront plus en confiance de pouvoir collaborer avec les services de l'État. Fatima, est-ce que vous partagez le fait que les réponses militaires sont limitées, comme a indiqué Kadiatou Keïta tout à l'heure? En réalité, je pense que si on comprend bien la stratégie, les différentes stratégies mises en œuvre du Mali, il est difficile de parler uniquement de réponse militaire, parce que depuis la loi de programmation militaire jusqu'à la stratégie Malico, ce sont des stratégies qui combinent à la fois des réponses, on va dire, militaires sécuritaires et des réponses en domaine non militaire. Malico en particulier, qui est une stratégie très bien pensée, et je pense aussi aux stratégies de stabilisation intégrée là, pour le centre. Il faut les lire. Ce sont des stratégies qui ont un ensemble, je veux dire, qui ont toute une gamme de réponses et pour lesquelles, on va dire, les interventions militaires ont un but principal, c'est de desserrer les taux pour permettre justement qu'il y ait une réinstallation d'autres types de réponses. Donc, fondamentalement, je ne pense pas que ce soit utile de juger de réponses militaires versus non militaires, sauf à dire que peut-être ce qu'il faut faire, c'est demander à nos autorités, une fois qu'elles ont conçu des stratégies qui sont très bien pensées, qui sont intégrées, pourquoi ces stratégies ne sont pas mises en œuvre concomitamment. On sait que les dépenses d'armement et militaires au Mali, sur les 5 dernières années, ont augmenté de presque 300%. Donc ça, nous savons qu'il y a une volonté politique qui se traduit dans les chiffres, dans les mises à disposition de ressources de l'État pour la réponse dite militaire. Ce qu'il faut, c'est que qu'il y ait la même preuve de la volonté politique pour ce qu'on appelle les réponses non militaires. Et ces réponses-là, en fait, en réalité, elles sont très peu définies. Je sais que la semaine dernière, le gouvernement a lancé, avec l'appui du PNUD, je pense, son tout premier plan de lutte contre l'extrémisme violent. Moi, il me semble que c'est une étape fondamentale. Je ne préjuge pas de la qualité de cette stratégie. Je pense d'ailleurs que beaucoup de structures de femmes ont déploré le fait de n'avoir pas été suffisamment prises en compte. Mais déjà, je dirais que c'est une première réponse politique qui est nécessaire. Je voudrais dire que pour nous autres qui travaillons sur des questions en amont, c'est-à-dire que nous n'avons pas attendu la crise sécuritaire de 2010 pour alerter l'attention sur un certain nombre de facteurs de délitement de l'État et de la situation, qu'elle soit sécuritaire et qu'elle soit du développement. Ça date de 20 ans. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, 12 ans après le déclenchement de la crise, 7 ans après la signature d'un accord de paix, ce qu'il faudrait faire, c'est de retomber d'accord, c'est-à-dire de refonder un consensus sur l'obligation de travailler à la fois sur les réponses militaires et non militaires, en définissant mieux les réponses non militaires pour qu'elles ne s'arrêtent pas à l'organisation des élections, ce qui pour nous est une aberration. Non pas qu'il faut des élections, mais il faut s'assurer que les conditions qui nous ont amenés à la crise, c'est-à-dire les fameux déterminants, les racines dont on parle, c'est-à-dire la question de l'absence de services sociaux de base qui permettent d'assurer une dignité minimale à la population, notamment la jeunesse. Il faut qu'on parle de la question de la justice et qu'on finance toutes ces réponses non militaires. Fatima Maïga, la question des inégalités et surtout la question de la montée de l'islam politique qui est aussi bien véhiculé par les terroristes du Sud que les terroristes du Nord. Voilà. Fatima Maïga, si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire qu'il y a des failles dans cette lutte contre le terrorisme. Mais absolument, il y a des points. C'est-à-dire que selon la lecture qu'on a, malheureusement, les déplacements qu'on voit dans certaines régions sont dus également à la réaction de ces forces-là par rapport aux frappes récentes. Donc oui, il y a une montée en puissance de l'armée. Nous ne savons pas très bien
comment ça prend en compte l'État islamique, parce que nous avons vraiment des antennes sur le terrain, nous entendons que les zones qui sont prises d'assaut par l'État islamique sont les zones qui sont les moins concernées par les frappes aériennes. Donc ça, c'est des réponses peut-être qu'il faut demander au gouvernement. Mais nous savons que pour que les points qui sont engagés soient durables, soient à l'échelle, il faut s'attaquer à la question des recrues, des recrutements. Il faut s'attaquer à la question de la logistique, c'est-à-dire le centre de gravité de ces groupes terroristes-là. On sait comment est-ce qu'ils s'approvisionnent, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir le carburant, l'armement et leurs ressources humaines, de quelle qualité sont ces ressources humaines. Toutes ces personnes, surtout les jeunes qui vont dans ces groupes-là, n'y vont pas pour des raisons idéologiques, parce qu'on a vu que les rapports disent bien que la raison, c'est qu'ils ne vont pas pour mourir, pour aller rencontrer les vierges au paradis. Ça, c'est l'une des raisons les moins avancées par les jeunes qui se sont repentis. Par contre, ce que ces jeunes disent, ils se sentent abandonnés, ils ont besoin d'un revenu qui leur est offert par ces groupes armés, et pour aussi certaines recrues, notamment au nord, dans la région de Kidal et autres, il y a peut-être le besoin pas de vengeance, mais de prendre en compte un passé qui est fait d'exactions, de tueries de parents pour lesquels, il faut le dire, il n'y a pas de mémoire étatique pour lequel la CVJR en particulier n'a pas apporté de réponse, et qui est une motivation, en tout cas selon les rapports, qui font que les jeunes de Kidal, certains jeunes Touaregs, s'inscrivent dans certaines luttes armées. Voilà, donc il faut répondre à ces questions-là pour que les gains que nous enregistrons aujourd'hui passent à l'échelle et soient durables. D'accord. Nasrou, vous avez parlé tout à l'heure de la région de Ménéka qui, dans tous les cercles, serait occupée par l'État islamique. Est-ce à dire que cette occupation est-elle prévisible? Pardon. Cette occupation est prévisible. Nous notons que depuis mars 2022, on enregistre plus de 8000 ménages déplacés, représentant environ 45 000 personnes dans les zones de Ménaka, selon l'évaluation faite en décembre par l'ISCD-RECH et selon un rapport des Nations Unies couvrant la période du 24 janvier 2023, plus de 440 000 personnes sont déplacés à cause des violences. Au total, quelques 440 000 personnes maliens restent déplacées à l'intérieur du pays en raison de la poursuite des violences et des menaces liées au conflit. Aujourd'hui, Ménaka, à part la ville de Ménaka, tous les cercles de Ménaka sont occupés par l'État islamique et dans les réseaux sociaux, à travers toutes les plateformes des réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà posté des informations par rapport à ça, mais on se rend compte aussi, comme Fatima l'a dit, il y a manque de compassion en fait avec la population du Nord. Et parmi les 1200 victimes de la ville de Ménaka, nous n'avons pas vu encore un communiqué du gouvernement et aussi s'intéresser un rapport du gouvernement et aussi des vidéos ou bien des reportages pour les déplacer dans la région de Gao et aussi dans la région de Kidal. Tous ces déplacés aussi, ils ont quitté la ville de Ménaka. À chacune de ces attaques, il y a des besoins humanitaires qui se multiplient. Quels sont ces besoins humanitaires-là, par exemple? D'abord, dans la ville de Ménaka, il faut noter que les populations vivent du commerce. Maintenant que la ville est sous embargo, c'est très difficile pour la population de faire face à la crise. Donc, je pense aussi l'humanitaire aussi, les dons humanitaires qui sont là présentement ne suffisent pas largement. Donc, mais au niveau des déplacés, ces déplacés ont besoin d'appui au niveau des organisations humanitaires et à travers bien sûr d'assistance alimentaire aussi, des assistances psychologiques et aussi
C'est tout pour le moment. D'accord. Kadiatou, comment comprenez-vous cette occupation de la région de Ménéka par l'État islamique au moment où l'armée enregistre, selon plusieurs sources, des résultats encourageants sur le terrain? Bon, déjà, le combat à Ménéka, c'est entre deux groupes extrémistes violents, donc notamment entre l'État islamique au Grand Sahara et le Djinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et ça fait quand même une année depuis, je pense que comme ça a été rappelé, depuis mars 2022, il y a des combats intenses entre ces deux groupes pour contrôler cette zone-là. Il faut savoir que Ménéka est quand même une zone très stratégique et très importante potentiellement pour ces zones. Aujourd'hui, la question qui peut se poser quant au contrôle de la ville de Ménéka, c'est de savoir quelle est l'extension jusqu'où après avoir pris contrôle ou pas. La ville de Ménéka en elle-même peut être encerclée, mais pour l'instant, je pense que elle n'est pas encore totalement tombée dans les mains de l'État islamique au Grand Sahara. Mais justement, on sait aujourd'hui qu'elle est encerclée. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que cela veut dire justement qu'il y aura une descente progressivement de ces groupes vers la région de Gao? Ça, c'est une question qu'il faut poser et des répercussions non seulement sécuritaires, mais aussi d'un point de vue humain sur la protection des civils qui fuient de plus en plus dans ces localités. Aussi, il faudra aussi se poser la question de l'extension potentiellement vers d'autres zones, d'autres pays de la sous-région et notamment le Niger qui fait quand même frontière avec Ménéka. Donc, il faut se poser toutes ces questions et encore en filigrane, je pense que ça vient d'être rappelé, il faut aussi se poser la question de, dans ces situations sécuritaires, qu'est-ce qui peut être fait pour protéger les citoyens et pour protéger les civils. Je pense que ça a été rappelé, mais Ménéka, la population de Ménéka a triplé depuis justement ces attaques dans les localités voisines de Ménéka même et de plus en plus du déplacement des populations vers ces zones, ce qui pose énormément de problèmes, ce qui pose des problèmes aux déplacés, mais qui pose aussi des problèmes aux communautés qui accueillent, parce que justement ce sont des communautés qui vivent déjà sous le blocus pour certains, qui vivent aussi dans des conditions très très précaires justement, que ce soit avec l'insécurité alimentaire, que ce soit avec l'insécurité grandissante. Donc il y a aussi des questions de se poser justement quelle tension il pourrait y avoir entre les personnes déplacées et les communautés qui accueillent et de réfléchir à prendre des solutions idoines le plus rapidement possible. Alors selon plusieurs sources, l'État islamique s'est dirigé vers la région de Kidal. À quoi faut-il s'attendre si rien n'est fait d'ici là? Je pense que la situation elle est très volatile et la situation est très changeante, donc il faudrait quand même regarder. Aujourd'hui, ça c'est la question qui se pose, de se dire oui, Ménéka et après Ménéka. C'est quoi la stratégie après Ménéka? C'est un petit peu on va dire, c'est la question à laquelle tous les experts aujourd'hui tentent de réfléchir et de trouver une réponse. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est pour s'étendre dans d'autres localités du Mali, que ce soit du nord d'abord dans un premier temps, ou est-ce que déjà d'abord Gao, est-ce que c'est pour s'étendre dans des localités voisines? Je pense qu'il faudra continuer de suivre l'évolution de la situation un peu plus près pour voir justement qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela représente d'un point de vue sécuritaire et comment est-ce qu'il faudrait juguler ça. Fatima, malgré les opérations aériennes menées par l'armée malienne dans le nord du pays, on assiste à une montée de groupes terroristes dans la région de Ménéka. Comment cela peut-il être expliqué? Ça c'est une question qu'il faudrait sûrement qu'il faudrait poser à ceux qui mènent ces opérations, mais je pense qu'on peut fonder suffisamment d'espoir que ces opérations ne sont pas menées à l'emporte-pièce sans prévisibilité des conséquences. On l'a dit, pendant longtemps, il a manqué cet outil dans l'arsenal du Mali pour beaucoup de raisons. Après Barkhane, on a vu la capacité de l'État, de nos forces de défense et de sécurité à monter des opérations avec des vecteurs aériens, avec, je pense, une efficacité assez importante. Mais la question des recrues, si je peux schématiser, ceux qui sont dans ce combat pour des questions idéologiques ne vont pas s'arrêter parce que les drones sont en train de les viser ou les hélicoptères sont en train de les frapper. Donc, encore une fois, il faudra trouver les moyens, par le dialogue ou par d'autres moyens, de réduire leur capacité, n'est-ce pas, au-delà de ces frappes aériennes, puisque c'est une approche combinée qui est privilégiée. Ensuite, il y a la question, vous posiez la question de savoir cette progression de l'État islamique de Ménéka vers Kidal, pour quelle raison? Est-ce que c'est un cheminement naturel ou est-ce que
il y a dans cette volonté de prendre Kidal des questions tactiques pour lesquelles malheureusement nous n'avons pas moi je n'ai pas suffisamment d'informations, mais je note quand même que pendant longtemps l'État malien, son armée n'a pas eu accès à Kidal. La possibilité pour les femmes de rentrer à Kidal est très récente, elle date de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons à Kidal suffisamment de moyens pour faire face à cette progression, parce que clairement l'État malien n'a aucun intérêt à ce que l'État islamique s'installe, quand bien même le statut de Kidal est compliqué, pour toutes les raisons que vous savez. Donc alors, moi je fais confiance. Actuellement, comment il y aura suffisamment de raisons pour l'armée malienne d'empêcher la progression de l'État islamique, mais ça doit se faire avec ceux qui ont, on va dire, administré Kidal en l'absence de l'État malien. Et ça va se faire également par rapport à la question d'Aqmi et de Yad. Donc, c'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça. En tout cas, nous, femmes qui avons très peu d'informations. D'accord, Fatima, dites-nous aujourd'hui comment déloger ce groupe armé terroriste dans la région de Meneka sans faire des victimes civiles. Moi, je peux peut-être parler de propositions non militaires. Encore une fois, ces gens-là ne se sont pas implantés, paraît-il, à Kidal. Je parle avec des populations de Kidal. On parle plutôt de Meneka. L'État islamique. Oui, mais voilà, ok. À Meneka, on nous explique qu'ils ont pu s'implanter parce qu'il y avait des possibilités de collaboration entre entre donc l'État islamique, les terroristes-là, et les populations. Mais collaboration comprise dans un sens très large. Parfois, les populations étaient obligées de travailler avec ces groupes-là. On nous fait comprendre que pour des raisons diverses, les groupes armés à Kidal, celles qui ont signé l'accord, sont résolument contre l'idéologie véhiculée par l'État islamique, et donc l'État islamique n'a pas eu les possibilités, les conditions favorables à leur implantation à Kidal. Donc, je réponds indirectement à cette question. Il nous faut nous assurer qu'il n'y ait pas les conditions d'une implantation de l'État islamique, parce que l'État islamique peut encercler, mais le plus important, c'est qu'elle ne puisse pas rester, elle ne puisse pas obtenir un terreau favorable pour s'implanter et à partir de là, attaquer d'autres régions, parce que c'est ça la question. Et en cela, je voudrais peut-être suggérer, sur la base de certaines discussions que nous avons, que la jeunesse de Kidal avait une ressource qui n'est pas suffisamment exploitée. Nous avons des jeunes qui ont, depuis 10 ans, pour certains, participé directement à un projet indépendantiste, ou en tout cas une rébellion armée, mais qui de plus en plus veulent s'inscrire dans des revendications non violentes et pour lesquelles, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de programme étatique ou même au niveau des ONG pour aller à la rencontre de ces jeunes-là, notamment dans le contexte des élections, et pour les aider justement à déposer définitivement les armes et pour aider l'État malien, les communautés, à lutter contre l'idéologie takfiri. Celle-là qui veut, avec des complicités, je pense, bien au-delà du Nord et en dehors du Mali, faire en sorte que le califat islamique puisse s'implanter au Mali et aussi au Burkina. Nous avons une idée de ce projet-là. Donc, il faut travailler avec les jeunes qui sont sur le point de déposer les armes, qui veulent le faire, que ces jeunes soient à Kidal, à Menaka ou ailleurs, et à partir de là, renforcer notre réponse non militaire de riposte contre l'idéologie salafiste. D'accord. Madame Nasroun, selon les Nations Unies, plus de 8 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire. On sait que dans la région de Meneka, il y a plus de déplacés actuellement. Comment y faire face à cette situation? Il faut l'engagement de tous les acteurs qui sont dans l'humanitaire. Mon organisation, dans la région de Kidal, sur le site d'Intekwa, avec l'épée des moyens que nous disposons, nous avons mené des activités sur le site d'Intekwa, 3 activités avec les enfants des déplacés et aussi les femmes. Donc je pense qu'il faut une convergence, une synergie des organisations nationales et internationales pour faire face à tous ces problèmes. Alors, comment déloger ces groupes armés dans ces zones sans faire des victimes civiles?
Pour moi, je pense que la solution aussi se trouve dans l'accord d'Alger, dans l'application de l'accord d'Alger, avec aussi l'armée reconstituée. Donc il faut l'unité de toutes les armées pour faire face aux groupes terroristes, pour les déloger. À Kadiatou, aujourd'hui, quand on regarde la situation sécuritaire, notamment dans la région de Ménéka, où les groupes terroristes encerclent le cercle même de la région de Ménéka, comment peut-on déloger ces groupes armés-là? Alors, comment déloger les groupes armés? Je pense qu'il y a eu des éléments de réponse. Voilà, en fait, c'est ce qu'on a parlé depuis le début, qu'il y a des actions militaires, mais qu'après, il y a des actions qui doivent ne pas être que militaires, qu'il faut aussi travailler avec l'ensemble des acteurs sur des actions sociales. Donc, c'est vraiment, en fait, une synergie d'actions entre différents acteurs, entre le Mali, bien sûr, mais aussi avec ses partenaires. Et aussi, ce qu'on est en train de voir aussi, là, actuellement, c'est est-ce qu'on va avoir une coalition on va dire un petit peu spécial aussi entre l'État islamique, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et certains acteurs ici au Mali pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre le groupe de soutien, contre l'État islamique au Grand Sahara. Je pense qu'il faudra aussi regarder s'il y a des coalitions qui se forment ou s'il y a des intérêts spécifiques qui peuvent se former dans les jours à venir pour essayer de lutter contre l'installation progressive de l'État islamique dans ces zones. Mais c'est une question qui est très très difficile. Et je pense que si on avait une réponse claire et nette, le conflit au Mali ne durerait pas depuis 12 ans ou 10 ans maintenant qu'on est dans cette situation actuelle et qu'il faudrait, comme on l'a dit, qu'il faudrait des actions concertées et travailler avec l'ensemble des différents acteurs. Comme vous le dites, il faut des actions concentrées. Ces actions doivent être concentrées avec quelle autorité? Et encore une fois, je pense que ça a été rappelé sur ce plateau qu'on a dit que oui, il y a des actions militaires, mais qu'il faut aussi des actions sociales. Et je pense que ça a été très bien rappelé qu'il y a des actions sociales de plus en plus qui sont développées. Je l'ai dit au début aussi avec la stratégie de stabilisation des régions du centre. C'est vrai que là, on parle de Ménaka, mais il y a aussi de plus en plus une prise en conscience du fait qu'il faut ajouter ces actions-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est aussi de faire un petit peu un état des lieux de toutes les actions qui ont été entreprises, de toutes les actions qui ont été initiées. Il n'y a pas véritablement de solutions nouvelles à ajouter, mais plutôt de regarder les solutions qui ont été développées, les solutions qui ont été mises en œuvre. Qu'est-ce qui a pu marcher dans ces solutions quand on regarde les différentes stratégies mises en œuvre aujourd'hui, qui sont soit nouvelles, qui soient un peu plus passées, de regarder qu'est-ce qui a marché fondamentalement, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait changer véritablement, s'il y a des choses à changer dans ces stratégies pour essayer de faire en sorte que déjà il n'y ait pas une installation des groupes, parce que ça aussi c'est important de le rappeler. On regarde aussi aujourd'hui beaucoup les actions terroristes de par les incidents sécuritaires qui a lieu, tel nombre d'attaques dans telle localité, telle attaque contre des forces de défense et de sécurité, telle attaque contre des civils. Et aujourd'hui, et ça quand on regarde ces actions, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard parce que les groupes se sont déjà installés dans ces localités. Est-ce qu'il y a une chance pour le retour de la paix aujourd'hui dans le pays? C'est l'espoir de tout un chacun. Je pense que c'est l'espoir des Maliens, c'est l'espoir du gouvernement, c'est l'espoir des partenaires. Aujourd'hui, on le sait, on le répète, la situation au Mali est très difficile. C'est une situation qui évolue énormément, qui change. Et il y a de plus en plus des acteurs qui interviennent. C'est-à-dire que chaque jour, on voit de différents acteurs qui n'existaient pas auparavant. On est passé des groupes indépendantistes à des groupes extrémistes violents, à des groupes armés d'autodéfense. C'est une situation qui se complexifie de jour en jour, mais je pense que l'espoir ultime justement de la population malienne, c'est que la paix revienne au Mali. Et pour ça, justement, c'est comme on l'a dit, qu'il y ait des actions à la fois militaires et d'autres actions plus sociales. Fatima, le retour de la paix est-il possible au Mali? Oui, déjà, il y a une grande partie du territoire malien qui ne vit pas sous un conflit violent. Ça ne veut pas dire qu'on est en paix relative, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que non seulement il y a une grande partie de la population qui a des objectifs de développement autres que la sécurité, je veux dire physique, qui aujourd'hui a besoin d'emploi, a besoin d'accès à la santé, etc., etc. Donc oui, on peut penser la paix, mais il faut travailler sur les déterminants des conflits violents. C'est l'extrémisme religieux,
c'est l'absence d'efficacité de l'État à répondre aux besoins les plus basiques des populations, y compris la question de la justice, la résolution des conflits fonciers, etc. Donc il faut plus de courage en nos États et aussi finalement il faut une réponse régionale parce que ce qui se passe au Mali se passe aussi dans 5 autres pays de la sous-région. Merci Fatima. Voilà, ainsi prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur la situation sécuritaire dans le pays. Et nous étions avec Kadiatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires, Madame Nassourun Ouellet Oufen, directrice exécutive de l'ONG Astemine, Fatima Maïga, directrice du cabinet SN au téléphone. À la présentation, je suis Mirana Kilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Mohamed Touré. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un autre débat.